Tout a commencé par une nuit de novembre, une de ces nuits où une pluie fine et glaciale s'accroche aux fenêtres et semble vouloir s'infiltrer dans les maisons. Dans la banlieue tranquille de Lyon, la maison de la famille Morel était une petite île de lumière chaude et de quiétude. Isabelle lisait dans le salon, tandis que son mari, Jean, finissait de débarrasser la table de la cuisine. Leurs deux enfants, Thomas, âgé de 8 ans, et la petite Sophie, de 4 ans, dormaient déjà à l'étage. C'était une vie simple, modeste, tissée de routines prévisibles. Ce soir-là, la routine fut brisée par un son étouffé, presque un gémissement, venu du perron. Jean, qui sortait la poubelle, s'arrêta net. Il ouvrit la porte et baissa les yeux. Là, à l'abri précaire du petit auvent, se trouvait un panier en osier. À l'intérieur, emmitouflé dans une couverture de laine usée, un bébé dormait. Un souffle, une petite buée s'échappant de ses lèvres. Une enveloppe était épinglée sur la couverture. D'une main tremblante, Jean rentra le panier, le posant sur le tapis du couloir. Isabelle le rejoignit, le visage blême. La lettre était courte, écrite d'une main paniquée. Elle était signée d'une mère qui ne pouvait plus s'occuper de son enfant et qui suppliait les habitants de cette maison, qu'elle disait avoir observés et trouvés bienveillants, de lui offrir une vie meilleure. La première réaction de Jean fut pragmatique. Il faut appeler la police. Isabelle, elle, s'était agenouillée près du panier. Ses doigts effleurèrent la joue douce du nourrisson. L'enfant s'agita, ses yeux s'ouvrirent, des yeux d'un bleu profond qui semblaient contenir toute la tristesse du monde. À cet instant, quelque chose bascula dans le cœur d'Isabelle. « La garder juste pour cette nuit, Jean, murmura-t-elle. Il fait si froid. Demain, nous verrons. » Le lendemain, ils ne virent pas. Ils nourrirent l'enfant. Ils la bercèrent. Ils la nommèrent Léa. Chaque jour qui passait rendait l'appel à la police plus impossible. Dans le secret de leur chambre, ils prirent une décision qui allait sceller leur destin et le sien. Ils ne diraient rien à personne. Ils l'élèveraient comme leur propre fille. C'était un mensonge né d'un acte d'amour, un pacte fragile pour la protéger, pour qu'elle se sente entièrement leur. Les années passèrent, tissant le mensonge au cœur de la famille. Léa grandit pour devenir une jeune fille douce, intelligente et d'une sensibilité à fleur de peau. Elle avait un talent pour le dessin, un monde intérieur riche qu'elle couchait sur le papier. Elle sentait parfois une distance inexplicable, une mélancolie sans nom, mais elle mettait cela sur le compte de sa nature rêveuse. Pour combler ce vide qu'il devinait sans le comprendre, ses parents la couvraient d'une attention particulière. Chaque succès de Léa était célébré avec une ferveur un peu trop intense, chaque chagrin consolé avec une urgence un peu trop vive. Cette affection débordante ne passa pas inaperçue. Thomas, leur fils aîné, observait tout avec des yeux sombres. Il avait été le centre de leur univers jusqu'à l'arrivée de cette sœur tombée du ciel. Maintenant, il devait partager l'attention, et il lui semblait toujours que la part de Léa était plus grande. Sa jalousie grandit en silence, s'exprimant par de petites piques, des sarcasmes que seuls les enfants peuvent manier avec une telle cruauté. Un jour, en rangeant le grenier, il était tombé sur une vieille boîte en carton. À l'intérieur, la couverture de laine usée et la lettre froissée. Il avait lu, et le secret était devenu son fardeau et son arme. Sophie, plus jeune, adorait Léa. Elle était sa confidente, sa compagne de jeu. Mais elle sentait la tension, le ressentiment de son frère, et elle naviguait entre eux, essayant de maintenir une paix fragile. Le 16e anniversaire de Léa arriva. C'était un samedi d'octobre. La famille était réunie dans le salon. Le cadeau principal était posé sur la cheminée, emballé dans du papier doré. C'était le tableau avec lequel Léa avait remporté un prestigieux concours d'art régional. Ses parents l'avaient fait encadrer magnifiquement. « Nous sommes si fiers de toi, ma chérie, dit Isabelle, les larmes aux yeux. » Léa rougit, le cœur gonflé de bonheur. Pour une fois, elle se sentait vraiment à sa place, vraiment aimée. Bien sûr, la petite prodige a droit à tous les honneurs, marmonna Thomas depuis son coin du canapé. Thomas, ça suffit, dit son père d'un ton las. Pourquoi? C'est vrai, non? Tout tourne toujours autour de Sainte Léa. Léa,
qui est si douée? Léa, qui est si gentille. Arrête d'être jaloux, rétorqua Léa, piquée au vif. Ce n'est pas de ma faute si tu ne fais rien de ta vie. L'insulte, banale entre frères et sœurs, toucha une corde sensible. Le visage de Thomas se décomposa. La colère, nourrie pendant des années, explosa. Jaloux? De toi? Mais tu n'es rien. Tu ne comprends donc pas? Tu n'es même pas une vraie Morel. Qu'est-ce que tu racontes? Balbutia Léa, le sourire figé sur ses lèvres. Isabelle se leva d'un bond. Thomas, tais-toi. Mais il était trop tard. Le poison était libéré. Tu veux savoir la vérité? Hurla Thomas, pointant un doigt accusateur sur elle. Demande-leur où ils t'ont trouvé. Ils t'ont trouvé sur le paillasson, dans une stupide panier en osier, comme un chien abandonné. Tu n'es pas ma sœur, tu n'es personne. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, irrévocables. Jean enfouit son visage dans ses mains. Isabelle éclata en sanglots. Sophie poussa un cri étranglé. Léa, elle, ne bougeait plus. Elle regardait les visages défaits de ceux qu'elle avait toujours appelés ses parents. Elle voyait la pitié dans les yeux de sa sœur. Et dans le regard triomphant et haineux de son frère, elle voyait la confirmation. Le monde qu'elle avait connu, la seule vérité de sa vie, venait de se briser en 1000 morceaux. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. C'était le silence d'un cœur qui se fend. Le silence dans le salon était une chose solide, pesante, brisée seulement par les sanglots étouffés d'Isabelle. Le gâteau d'anniversaire, à moitié entamé, semblait une moquerie sur la table basse. Léa ne regardait plus son frère. Son regard était fixé sur Jean et Isabelle, et dans ses yeux bleus, il n'y avait plus de l'amour, mais une question glaciale. « C'est vrai ?» Sa voix était si basse qu'ils l'entendirent à peine. Jean, le visage ravagé, ne put que hocher la tête. Isabelle s'avança, les mains tendues. « Ma chérie, on peut t'expliquer. On t'aime tellement, Léa. On ne voulait pas te faire de mal. On voulait juste que tu sois notre fille, vraiment notre fille, sans aucune ombre du passé. C'était un secret pour te protéger. » Protéger? Le mot sortit des lèvres de Léa, tordu par l'ironie. Vous ne m'avez pas protégée. Vous m'avez enfermée dans un mensonge. Toute ma vie, chaque souvenir, chaque fête, chaque câlin, tout était faux. Non, protesta Jean, les larmes coulant sur ses joues. L'amour n'était pas faux, jamais. Mais pour Léa, leurs paroles n'avaient plus de sens. L'amour ne pouvait pas grandir sur un sol empoisonné par la tromperie. Elle sentit une distance infranchissable se creuser entre eux comme une faille géologique. Elle les regardait, ces deux personnes qu'elle avait adorées, et ne voyait que des étrangers. Sans un mot de plus, elle leur tourna le dos et monta les escaliers. Sa chambre, son refuge, avec ses dessins épinglés au mur et ses livres empilés, lui parut soudain être la chambre d'une autre. Une fille qu'elle ne connaissait pas. Une fille qui avait cru à une fable. Mécaniquement, elle attrapa un sac à dos et commença à le remplir. Quelques vêtements, son carnet de croquis et le peu d'argent qu'elle avait économisé. Il l'attendait, en bas de l'escalier, un mur de désespoir. « Léa, ne fais pas ça, s'il te plaît, » supplia Isabelle en s'agrippant à son bras. « Où iras-tu? » « Loin d'ici, » répondit Léa, en se dégageant doucement. Sophie, sa petite sœur, se jeta à ses genoux, s'accrochant à son jean, le visage inondé de larmes. « Ne pars pas, Léa. Reste avec moi. » Léa sentit une pointe de douleur, la première vraie fissure dans son armure de glace. Elle caressa les cheveux de Sophie. « Je suis désolée, sot. » Puis elle regarda Thomas, qui se tenait en retrait, le visage blême, déjà horrifié par l'incendie qu'il avait déclenché. Leurs regards se croisèrent une seconde, et dans le sien, Léa ne vit que du vide. Elle se tourna vers ses parents une dernière fois. « Je ne sais pas qui vous êtes, dit-elle, sa voix stable, presque clinique. Mais vous n'êtes pas ma famille. » Elle ouvrit la porte et plongea dans la nuit froide de novembre, sans un regard en arrière. Elle prit le premier train pour le sud, sans destination précise, fuyant son passé. Elle choisit Marseille, une ville si grande, si chaotique et si indifférente qu'elle espérait pouvoir s'y dissoudre, y devenir invisible. Les premières années furent une lutte acharnée pour la survie.
La jeune fille douée pour l'art, destinée à une école prestigieuse, devint une serveuse dans une brasserie bruyante du Vieux-Port, puis une femme de ménage dans des hôtels impersonnels. Elle vivait dans des chambres de bonne minuscules, où l'odeur de l'humidité ne partait jamais. La pauvreté était une chose, mais la solitude en était une autre. Elle s'était construit une forteresse intérieure. La méfiance était son bouclier. Elle était polie, mais distante. À l'université, où elle suivait des cours du soir en histoire de l'art pour ne pas laisser son esprit mourir, elle repoussait poliment toutes les invitations. Une camarade de classe l'invita un jour à un dîner de famille. À la simple mention du mot famille, Léa sentit la panique monter et prétexta un travail urgent. Un jeune homme, un artiste peintre, lui fit une cour timide. Il aimait ses dessins, il disait qu'elle avait un talent rare. Après quelques rendez-vous, il tenta de lui prendre la main. Elle se retira comme si elle s'était brûlée et ne répondit plus jamais à ses appels. L'intimité était un territoire ennemi. La confiance, une langue étrangère qu'elle avait oubliée. Son seul exutoire était son carnet de croquis. Mais les paysages lumineux de son enfance avaient laissé place à des portraits sombres, des visages sans yeux, des silhouettes solitaires perdues dans des villes tentaculaires. Son art était le miroir de son âme, talentueux mais brisé. Ainsi passèrent 6 années. Léa avait maintenant 22 ans. Elle n'était plus une adolescente en fuite, mais une jeune femme endurcie. Elle avait réussi à trouver un poste de vendeuse dans une librairie d'art, un petit havre de paix. Elle avait son propre studio, un petit appartement sous les toits, enfin propre et lumineux. Elle avait atteint une forme de stabilité, mais son cœur restait un lieu clos, verrouillé, à double tour. Un dimanche après-midi, en faisant un grand nettoyage de printemps, elle tomba sur une petite boîte en carton qu'elle avait emportée avec elle lors de sa fuite. Elle contenait quelques photos d'enfance qu'elle n'avait jamais eu le courage de regarder et quelques babioles. Au fond, enveloppée dans un morceau de tissu, elle trouva un objet qu'elle avait presque oublié. C'était un petit oiseau en bois, sculpté de manière simple mais élégante, ses ailes polies par le temps. Elle se souvint. C'était le seul objet qui ne venait pas de sa famille adoptive. Il avait été là, dans le panier, posé à côté d'elle. Elle le prit dans sa main. Le bois était chaud, presque vivant. Pendant 6 ans, elle avait lutté pour effacer son passé, pour se construire une identité à partir de rien. Elle avait rejeté, avec la même force, la famille qui l'avait menti et celle qui l'avait abandonnée. Mais en tenant ce petit oiseau, ce talisman silencieux, une nouvelle émotion, différente de la colère, commença à germer en elle. Ce n'était plus le besoin de fuir, mais un besoin profond et lancinant de comprendre. Qui était-elle, au-delà de la douleur et de la trahison? Qui était la femme qui l'avait laissée sur un perron avec pour seule compagnie un petit oiseau de bois? La colère qui l'avait nourrie pendant tant d'années commençait à s'effriter, laissant place non pas au pardon, mais à une immense question. Et Léa comprit que pour pouvoir un jour construire son avenir, elle devait d'abord trouver les véritables racines de son passé. Léa garda le petit oiseau de bois sur sa table de chevet. Chaque matin, c'était la première chose qu'elle voyait. Un talisman silencieux qui posait une question sans réponse. La colère qui l'avait nourrie pendant tant d'années commençait à s'effriter, laissant place à une curiosité profonde, presque douloureuse. Elle commença une recherche discrète, passant des heures à la bibliothèque municipale, épluchant les archives des journaux de l'année de sa naissance. Elle cherchait un entrefilet, une brève mention d'un nouveau-né abandonné à Lyon. Mais il n'y avait rien. C'était comme si elle n'avait jamais existé avant ce soir de novembre. Un jour, à la librairie, sa collègue et unique amie, Camille, la trouva en train de fixer le vide, l'air perdu. « Tu cherches un fantôme, Léa ?» lui demanda-t-elle doucement. « Parfois, les fantômes ne sont pas dans les vieux papiers, ils sont dans notre sang. Ma cousine a fait un de ces tests ADN pour s'amuser. Elle a découvert toute une branche de sa famille, en Italie. L'idée parut d'abord absurde à Léa, une distraction pour des gens en quête d'exotisme. Mais la suggestion fit son chemin. Et si la réponse n'était pas dans le passé, mais à l'intérieur d'elle-même? Après des semaines d'hésitation, elle commanda un kit en ligne. Le processus fut simple, presque clinique.
Un prélèvement de salive, un tube à renvoyer. Puis, l'attente commença. Près de 2 mois plus tard, un courriel arriva. Vos résultats ADN sont prêts. Son cœur se serra. Elle se connecta au site, les mains moites. Elle parcourut les pourcentages d'origines ethniques sans grand intérêt. Puis, elle vit l'onglet Correspondance ADN. Elle cliqua. Et là, en haut de la liste, une ligne fit vaciller son monde. Correspondance de parenté proche, mère biologique. Un nom était attaché, Hélène Blanchard. Le souffle coupé, elle fixa le nom. Hélène. Ce n'était plus un fantôme. C'était une personne. Une vague d'émotions contradictoires la submergea. Une fureur ancienne, une peur viscérale, et sous tout cela, une lueur tremblante d'espoir. Le site lui offrait la possibilité d'envoyer un message. Pendant des jours, elle écrivit et effaça des dizaines de brouillons, des messages de haine, des questions désespérées, des plaidoyers. Finalement, elle opta pour la simplicité la plus neutre. Vous ne me connaissez pas, mais je crois que nous avons un lien biologique. Je suis née le 5 novembre 1998 et j'ai été abandonnée à Lyon. La réponse arriva moins d'1 heure plus tard. Un message court, paniqué, qui semblait chargé de toutes les larmes d'une vie. Je vous en prie, il faut que l'on se voie. La rencontre eut lieu dans une petite ville de la côte bretonne, à des centaines de kilomètres de Marseille. Un monde de granit gris, de vent salé et de ciel changeant. Léa attendait à la terrasse d'un café, face au port. Chaque femme d'une 50aine d'années qui passait faisait bondir son cœur. Puis, une silhouette frêle s'approcha, hésitante. Elle était plus petite que Léa ne l'avait imaginé, ses cheveux grisonnants coupés courts, son visage marqué par une fatigue profonde. Mais ses yeux, c'étaient les mêmes yeux bleus. La conversation fut d'abord maladroite, remplie de silence pesant. Puis Hélène commença à parler, et les mots se déversèrent comme une digue qui cède. Elle raconta l'histoire d'une jeune fille de 16 ans, issue d'une famille catholique et autoritaire. Tombée amoureuse du mauvais garçon, la grossesse cachée, la panique, la terreur. Ses parents l'avaient menacée de l'envoyer dans un couvent, de lui enlever l'enfant à la naissance. Alors elle s'était enfuie à Lyon, sans un sou, seule. J'ai accouché seule, dans une petite chambre que je sous-louais, dit Hélène, la voix brisée. Je t'ai gardée avec moi pendant 3 jours. 3 jours, c'était à la fois une éternité et un instant, mais je n'avais rien. Pas de travail, pas de toit, pas d'avenir à t'offrir. J'ai passé des jours à marcher, à chercher, et j'ai vu cette maison. Il y avait des jouets d'enfants dans le jardin, une lumière chaude aux fenêtres. J'ai vu un couple qui riait, ils avaient l'air gentils. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, te laisser. Mais c'était aussi, je le croyais, le plus grand acte d'amour dont j'étais capable. Léa l'écoutait, la colère qu'elle avait entretenue pendant si longtemps, se dissolvant lentement, remplacée par une tristesse immense et partagée. « Et l'oiseau en bois » demanda-t-elle. Hélène eut un faible sourire. « C'était à mon père, ton grand-père. Il l'avait sculpté pour moi avant de mourir. C'était la seule chose de valeur que je possédais. Je voulais que tu aies quelque chose de nous. » Puis, le regard d'Hélène se voila. « Il y a une autre raison pour laquelle je me suis inscrite sur ce site, Léa. Une raison plus urgente. » Elle hésita, puis plongea son regard dans celui de sa fille. « Je suis malade. J'ai une cardiomyopathie héréditaire, une maladie du cœur. Mon médecin m'a dit qu'il était crucial que je prévienne mes enfants, si j'en avais. Je ne savais pas comment te retrouver. C'était une bouteille à la mer. » Cette révélation changea tout. Léa regarda sa mère et pour la première fois, elle ne vit pas la femme qui l'avait abandonnée. Elle vit une femme qui, même au seuil de la mort, avait essayé de la protéger. L'abandon lui avait donné la vie, et cette confession, 30 ans plus tard, pouvait peut-être la lui sauver. Léa resta en Bretagne. Elle ne s'installa pas chez Hélène, mais loua une petite chambre dans le village. Chaque jour, elle passait quelques heures avec elle. Elle ne parlait pas beaucoup du passé. Elle parlait de livres, de la mer, des souvenirs d'enfance d'Hélène. Léa lui montrait ses dessins. Hélène lui racontait la vie de ce grand-père qu'elle n'avait jamais connu. Ce n'était pas une relation mère-fille passionnée. C'était quelque chose de plus calme, de plus fragile.
la rencontre de deux étrangères qui partageaient la même blessure et le même sang. Hélène s'éteignit 3 semaines plus tard, paisiblement, dans son sommeil. Avant de mourir, elle avait serré la main de Léa. « Je ne te demande pas de me pardonner, lui avait-elle murmuré, juste de comprendre. Léa se chargea des funérailles. En triant les quelques affaires d'Hélène, elle trouva une boîte remplie de lettres, jamais envoyées, toutes adressées à ma petite fille. En les lisant, elle découvrit 30 ans de regrets, d'amour et de solitude. Debout sur une falaise surplombant la mer déchaînée, Léa sentit une page se tourner. La colère avait disparu, remplacée par une paix douce amère. Elle avait pardonné à cette mère fantôme. Cet acte de pardon, si longtemps impensable, l'avait changée. Il avait ouvert une brèche dans sa forteresse. Et à travers cette brèche, une nouvelle pensée, terrifiante et nécessaire, commença à se frayer un chemin. Elle avait fait la paix avec la mère qui lui avait donné la vie. Il était maintenant temps d'affronter ceux qui la lui avaient menti. Le retour de Bretagne fut un long voyage silencieux à travers la France, un pèlerinage à rebours. Léa n'était plus la jeune fille en fuite qui avait pris le premier train vers l'inconnu. Elle était une femme qui revenait sur ses pas, non pas pour chercher un refuge, mais pour faire face aux fantômes. Dans le compartiment du train, le paysage défilait, mais son regard était tourné vers l'intérieur. Elle avait pardonné à Hélène. Ce pardon, accordé à une quasi-inconnue, lui avait semblé étrangement facile, une absolution offerte à une tragédie lointaine. Mais pardonner à Jean et Isabelle, c'était une autre affaire. La trahison de ceux qui vous ont élevé laisse des cicatrices plus profondes, plus complexes. Elle ne retournait pas à Lyon pour une réconciliation joyeuse, elle le savait. Elle n'était même pas sûre de pouvoir leur pardonner. Elle y retournait pour elle-même, pour remplacer le souvenir brûlant d'une porte claquée par une conversation d'adulte, pour regarder dans les yeux les auteurs de son plus grand chagrin et peut-être, pour la première fois, essayer de comprendre non pas l'acte, mais l'amour tordu qui l'avait motivée. Elle se préparait aux larmes, aux justifications, à la colère peut-être. Elle se préparait à tout, sauf à ce qu'elle allait trouver. La banlieue de son enfance lui parut plus petite, les rues plus étroites. En tournant dans son ancienne rue, elle sentit son cœur se serrer. Tout était familier, et pourtant, quelque chose clochait. Elle gara sa voiture et s'approcha de la maison. Le jardin, autrefois si méticuleusement entretenu par Jean, était envahi par les mauvaises herbes. La peinture des volets s'écaillait. Une tristesse, une négligence flottait sur la maison, comme un voile de poussière. Sa main tremblait en appuyant sur la sonnette. Le carillon familier résonna à l'intérieur, mais personne ne répondit. Elle sonna de nouveau, plus longuement. Le silence. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, la porte de la maison voisine s'ouvrit. Madame Dubois, une petite dame âgée qui vivait là depuis toujours, s'avança sur son perron. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. « Léa ? Mon Dieu, c'est bien toi ?» ?»« Oui, Madame Dubois, je suis de passage. Vous savez où sont les Morel ?» Ils ne répondent pas. Le visage de la vieille dame se décomposa, passant de la surprise à une infinie tristesse. « Oh, ma petite, tu ne sais pas ?» Le cœur de Léa s'arrêta. « Il y a eu un accident, » dit doucement Madame Dubois, s'approchant d'elle. « Il y a 2 ans. Un soir de pluie, sur l'autoroute. Un camion a dérapé. Ils sont morts sur le coup, ma petite. Jean et Isabelle. » Le monde de Léa bascula une seconde fois. Mais cette fois, il n'y eut pas de cri, pas de colère. Juste un vide immense, assourdissant. La chance de crier, de pardonner, de comprendre, venait de lui être arrachée à tout jamais. Elle resta là, sur le trottoir, incapable de bouger, le souffle coupé par la violence de cette absence définitive. « Attends, » dit la voisine. « Ta sœur, Sophie, elle a laissé quelque chose pour toi. Elle m'a dit, si jamais Léa revient, donnez-lui ça. » Elle disparut à l'intérieur et revint avec une grande boîte en carton, scellée par du ruban adhésif. Léa la prit, le poids de la boîte semblant contenir le poids de toutes ces années perdues. Elle remercia la vieille dame d'une voix blanche et retourna à sa voiture. Elle conduisit jusqu'à un parc voisin, celui où son père l'emmenait jouer quand elle était petite. Assise sur un banc face au lac, elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, des dizaines de lettres, toutes adressées à elle, écrites sur plusieurs années.
certaines de la main ronde et appliquée d'Isabelle, d'autres de l'écriture plus nerveuse de Jean. Elle en prit une au hasard. Ma Léa, commençait la lettre d'Isabelle, c'est ton 18e anniversaire aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles. Le silence est la pire des punitions. Thomas est parti, il ne supporte pas ce qu'il a fait, ce que nous avons fait. La maison est si vide sans tes rires. Je sais que nous avons tout gâché par peur de te perdre. Quel paradoxe terrible. J'espère seulement que tu es en sécurité. Je t'aime, maman. Elle en ouvrit une autre, de son père. Léa, ma fille. J'ai revu tes dessins l'autre jour. Je ne suis pas un expert, mais je sais reconnaître la beauté. Ne laisse jamais personne, et surtout pas nous, éteindre cette lumière en toi. Nous avons été faibles et stupides. Notre amour pour toi était vrai, mais notre courage était trop petit. Pardonne-nous si tu le peux un jour. Léa lut les lettres pendant des heures, une par une, alors que le soleil descendait sur le lac. Elle pleura. Elle pleura pour la jeune fille de 16 ans qu'elle avait été, mais surtout, elle pleura pour eux. Pour leur amour maladroit, pour leur regret infini, pour la conversation qu'ils n'auraient jamais. Le lendemain, elle retrouva Sophie. Sa petite sœur était devenue une jeune femme au regard grave. Elles s'assirent dans un café, le silence d'abord tendu. Puis, Sophie parla de l'après. Du départ de Thomas, rongé par la culpabilité, qui vivait désormais à l'autre bout de la France. De la dépression de leurs parents, qui n'avaient plus jamais été les mêmes, vivant comme des ombres dans la maison autrefois joyeuse. Ils n'arrêtaient pas d'écrire ces lettres, dit Sophie, les larmes aux yeux. Ils espéraient toujours que tu reviendrais. Je suis désolée, Léa. J'étais jeune, j'avais peur, j'aurais dû te défendre. Léa posa sa main sur celle de sa sœur. Ce n'était pas à toi de le faire. Nous étions toutes des enfants. Le dernier jour, elle se rendit au cimetière. La pierre tombale était simple. Jean et Isabelle Morel aimaient et regrettaient. Le vent d'automne faisait bruisser les feuilles larmes mortes sur l'herbe. Elle resta là, un long moment, laissant les souvenirs, les bons comme les mauvais, défiler dans son esprit. Elle sortit alors de sa poche le petit oiseau de bois, celui que sa mère biologique lui avait laissé, celui qui avait commencé sa quête de vérité. Elle le posa délicatement sur la pierre froide, entre les deux noms. Un pont symbolique entre ces deux familles, ces deux vies, ces deux amours. Elle avait compris. Elle avait eu deux mères. L'une lui avait donné la vie en la laissant partir. L'autre lui avait donné une vie en la retenant trop fort, prisonnière d'un mensonge né de l'amour. Les deux l'avaient aimée, à leur manière imparfaite, tragique. Et elle, à cet instant précis, elle les pardonna toutes les deux. Elle se détourna de la tombe et quitta le cimetière d'un pas lent mais assuré. Elle n'était plus définie par l'abandon, ni par le mensonge. Elle n'était plus la victime de son passé. Elle était simplement Léa, une femme entière, forgée dans les feux croisés de deux amours complexes. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, elle ne regardait plus en arrière. La route devant elle était libre.